Combien de gens sont morts à cause de guerres récentes ? On a l'impression de vivre dans un monde moins cruel qu'à l'ancien temps. Mais détrompez-vous. Rien que récemment, en allumant la télé, au moins 145 000 morts confirmés depuis le début de la guerre en Ukraine. 43 000 de plus entre Israël et le Hamas, c'est beaucoup, mais aussi anecdotique. Moins de 5% des victimes de ces 24 dernières années. Certains conflits ont fait 5 fois pire, et vous ne les connaissez peut-être même pas. Démarrons le compteur macabre. La guerre contre le terrorisme. Les années 2000 s'ouvrent sur un drame dont on n'a pas le droit de prononcer le nom sur YouTube. Avec 3000 victimes, c'est la plus grosse attaque terroriste de l'histoire. Le monde est sous le choc et beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui ont commencé ici. Avant, on pouvait prendre l'avion comme on prenait le train. Beaucoup moins de surveillance de masse, de contrôle des comptes bancaires. Et surtout, c'est le début d'une guerre mondiale qui ne dit pas son nom. La Global War on Terror, ou GWOT. La guerre contre le terrorisme qui n'est toujours pas terminée. Dès le 6 octobre 2001 débutent les Operation Enduring Freedom, ou Liberté immuable en français. Un ensemble de 6 actions intercontinentales dont la principale est la guerre en Afghanistan. C'est là où se trouve le QG d'Al-Qaïda et l'ennemi public numéro 1, Ben Laden. Mais c'est pas le seul objectif de George Bush, il vise plus large. Faire tomber le gouvernement afghan dirigé depuis 1994 par les talibans, une organisation islamique intégriste. Vu qu'ils n'ont pas coopéré avec les Américains, eux aussi sont considérés comme des ennemis. Bon, en vrai, c'est un peu flou. Ils ont voulu coopérer à 2 conditions. La première, que George Bush stoppe les bombardements, et la deuxième, livrer Ben Laden à un pays tiers qui ne serait pas sous influence américaine. Quoi qu'il en soit, les USA refusent. Faut croire que c'était plus facile d'envahir le pays. Le 7 octobre 2001, les bombardements sur Kaboul, la capitale, ainsi que Kandahar et Jalalabad marquent le début d'une offensive réussie. En un mois, les talibans sont vaincus. Un gouvernement intérimaire est ensuite instauré, décidé à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, conformément aux accords de Bonn. Mission accomplie ? Pas si vite. Si les troupes américaines ne se sont retirées qu'en 2021, c'est parce que la situation était bien plus complexe. Ben Laden est toujours en fuite et la reconstruction du pays est désormais indispensable après les bombardements. De plus, les forces afghanes restent trop faibles et le gouvernement n'est pas assez stable. Si les Américains partaient, le pays risquerait de retomber aux mains des terroristes presque immédiatement. Mis à part la capture de Ben Laden en 2011, aucun objectif ne sera atteint. Et ce, malgré les 150 000 soldats déployés et les 2,3 trillions de dollars investis. La guerre s'enlise sans progrès décisif. 10 jours seulement après le retrait des troupes, les talibans reprennent le contrôle du pays. Mais quid du bilan humain ? Selon les sources, on se situe entre 176 000 et 243 000 victimes. Au moins un tiers sont des civils. C'est un échec sur toute la ligne, avec de nombreuses répercussions, notamment sur un pays voisin, le Pakistan. Et oui, Al-Qaïda et les talibans sont toujours en fuite. Le refuge est tout désigné. À l'est, les montagnes de la Fata font un repère parfait. Elles offrent de nombreuses possibilités pour se cacher et sont difficiles d'accès. En plus, c'est un territoire semi-autonome, administré par 7 communautés tribales sur lesquelles le Pakistan n'a pas vraiment de contrôle. Une zone de non-droit, donc. Grâce à leur position stratégique et au soutien des tribus locales, ils finissent par se structurer et se diversifier. En 2007, ils fondent le TTP, qui regroupe une quarantaine de factions pour plus de 10 000 hommes. Les échanges de feu avec l'armée pakistanaise ont fait entre 67 et 69 000 victimes. Le conflit reste un enjeu de sécurité majeur du pays et la reprise de Kaboul par les talibans afghans en 2021 contribue à développer encore plus l'influence du TTP sur le sol pakistanais. Mais comment parler de la Global War on Terror sans mentionner la guerre en Irak ? C'est clairement l'un des conflits les plus controversés de ce siècle. L'histoire des fameuses armes de destruction massive que Saddam Hussein fabriquait soi-disant en secret. L'intervention historique de Colin Powell, directeur de la CIA, brandissant devant le Conseil de sécurité de l'ONU une fiole d'anthrax comme preuve d'armes bactériologiques. Et on évoque même une collaboration entre Al-Qaïda et le régime irakien pour les attentats. Malgré tout, le Conseil reste sceptique. Et la France, l'Allemagne et la Russie refusent l'invasion. Les Américains, eux, foncent en solo. En mars 2003, les troupes débarquent. Le régime s'effondre en un mois et Saddam est capturé puis exécuté 3 ans plus tard. Vous le savez sûrement, tout ça c'était un gigantesque hoax. Même Bush l'a reconnu. Sur place, pas d'armes de destruction massive ni d'Al-Qaïda. Alors, pourquoi ?
En fait, les Américains n'aimaient pas trop Saddam Hussein, et ce, pour 2 raisons. D'abord, côté politique, Saddam s'est mis à vouloir jouer ses propres cartes. Il a renforcé l'influence de l'Irak au Moyen-Orient en se créant des alliances économiques sans passer par les États-Unis. Il montrait aux pays voisins qu'on pouvait se développer et s'imposer sans les Américains. Et ça, forcément, ça passait pas. La deuxième raison, c'était le pétrole, bien sûr. L'Irak, avec ses énormes réserves, était une vraie mine d'or, et Saddam gardait un contrôle strict dessus en ne laissant pas les compagnies américaines mettre la main sur son or noir, ce qui agaçait sérieusement Washington. Quoi qu'il en soit, la guerre a complètement chamboulé le pays. Économiquement, il est en ruine, la reconstruction coûte des milliards. Culturellement, des trésors historiques ont été pillés et des objets précieux vendus au marché noir. Pareil pour l'éducation. Les enfants n'y ont tout simplement plus accès vu que les écoles sont en ruine, alors que le pays était un modèle dans toute la région, récompensé par l'UNESCO dans les années 80. La sécurité reste un cauchemar, surtout qu'à cause de la guerre, Al-Qaïda s'installe dans le pays en 2006. Oui, vous avez bien compris. Al-Qaïda s'est installé en Irak à cause des Américains. Et le comble, c'est qu'ils ont réussi à se procurer des armes de destruction massive qui datent de la première guerre du Golfe. Franchement, bravo les gars. Le bilan humain parle de lui-même. Entre 260 000 et 295 000 personnes sont mortes, dont plus de 75% de civils. Pour finir, un chiffre qui n'est jamais intégré dans les rapports, pas moins de 30 000 vétérans se sont donné la mort des suites de syndrome post-traumatique. La plus grande guerre d'Amérique du Sud. Tout le monde connaît la guerre des cartels. Avec des séries comme Breaking Bad et Narcos, c'est un sujet qui parle. Ces 20 dernières années, c'est le Mexique qui a pris le plus cher. Pourtant, on aurait plutôt pensé à la Colombie, non? Avec Pablo Escobar, le cartel de Medellín, tout ça. Dans les années 90, les États-Unis ont lancé le plan Colombia pour affaiblir les grands cartels comme celui de Medellín, en renforçant l'armée colombienne et en développant des initiatives anti-drogue. Et ça a marché. La production de cocaïne a chuté de 72% entre 2001 et 2012. Mais le trafic s'est déplacé vers le Mexique. Un candidat idéal, puisqu'il est géographiquement proche des États-Unis et sans contrôle strict anti-drogue à l'époque. Très vite, les nouvelles routes se sont établies et de nouveaux cartels ont pris le contrôle, avec 3 gros noms, Gulf, Sinaloa et Juarez. Ils se sont fait des milliards. Le cartel de Sinaloa, par exemple, contrôle entre 40 et 60% du flux de cocaïne du Mexique, avec un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards de dollars. Avec tout cet argent, les cartels se sont militarisés, recrutent des armées privées et deviennent plus violents. En plus, dans les années 2000, Los Zetas, un nouveau cartel, fait parler de lui, avec des méthodes plus brutales, incluant kidnapping, torture et trafic humain. Ça dégénère, notamment le 11 décembre 2006, quand le président Calderón a envoyé 6500 soldats dans la région de Michoacán pour combattre les cartels. Ce conflit a depuis mobilisé des dizaines de milliers de soldats, fait augmenter le taux d'homicide de 260% et causé plus de 400 000 victimes. La lutte continue encore aujourd'hui, laissant le Mexique dans une crise profonde et violente. La secte endormie. Dans les années 2000, un groupe religieux prospère discrètement dans la province de Borno, au Nigeria. Cette secte proscrit l'influence occidentale, comme les élections et l'éducation laïque. C'est d'ailleurs de cette conviction qu'elle tient son nom, Boko Haram. Un tel mouvement inquiète la communauté musulmane qui tire la sonnette d'alarme auprès du gouvernement. Mais en vain, en 2009, Boko Haram se réveille et passe à l'action. Plusieurs postes de police et institutions gouvernementales sont assaillis dans le nord du Nigeria. Après 4 jours de chaos, les forces de l'ordre prennent d'assaut le QG du groupe Maiduguri. Ils font 700 victimes et arrêtent de nombreux militants. Le chef du groupe, Mohamed Youssouf, est tué, mais ce n'est pas grave. La succession est assurée en la personne de son lieutenant, Aboubakar Seko. Boko Haram devient alors plus violent que jamais. Entre 2013 et 2015, il cause la mort de plus de 11 000 personnes. Leur influence croît jusqu'à occuper une quinzaine de zones dans le nord-est du pays, avec plus de 15 000 combattants, provoquant la fuite de plus de 2 millions de personnes. En avril 2014, 276 lycéennes sont kidnappées en pleine nuit dans leur dortoir. Si certaines sont relâchées, plus d'une centaine sont toujours portées disparues. Et ça, c'est qu'un exemple. Boko Haram aurait capturé au moins 1 millier de jeunes filles au fil des années. Aujourd'hui, la secte continue de semer la terreur parmi les populations, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Le bilan total des victimes est estimé à 88 000 personnes. Les 2 guerres oubliées.
Ici, pas de guerre contre le terrorisme, ni de rivalité internationale. Juste une révolte d'agriculteurs en colère. Pourtant, on parle des débuts de l'une des guerres civiles les plus sanglantes du Soudan. À l'ouest, dans la région du Darfour, plusieurs tribus noires se sont alliées pour former l'armée de libération du Soudan. Depuis des années, leurs villages sont pillés par des groupes nomades d'origine arabe, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Deuxièmement, le Darfour est marginalisé, bien plus sous-développé que le reste du pays. Et ça ne semble pas être un hasard, le président Omar el-Béchir, lui-même arabe, ne cache pas son mépris pour ces populations noires. En février 2003, l'ALS décide de frapper un grand coup dans un élan de protestation, prennent l'aéroport d'El Fasher et envahissent la ville de Golo en tuant au passage 70 soldats de l'armée soudanaise. Une attaque violente certes, mais la réponse va être démesurée. El-Béchir a un plan. Au lieu d'envoyer l'armée pour mater la révolte, il va préférer laisser les nomades s'en charger et va en plus leur fournir des armes, du matériel militaire et carte blanche. Ces derniers forment alors une milice, Jean Jaoud, dirigée par un ancien officier de l'armée soudanaise. C'est juste un massacre. Les villages sont bombardés, les civils assassinés, ceux qui ne sont pas tués sont victimes de viols et de déportations. Avec des rapports aussi déséquilibrés, le conflit tourne au génocide. Les chiffres sont flous, 3000 morts les premiers mois, 70 000 au bout d'un an, certains disent plus. 1 million de civils sont en fuite dans le reste du pays ou dans des pays voisins. En 2004, l'ONU exhorte le gouvernement soudanais de désarmer les janjaouides. L'Union africaine est obligée d'envoyer 3500 soldats et 800 policiers au Darfour pour soutenir la population. En 2005, la Cour pénale internationale juge le gouvernement responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En 2008, un mandat d'arrêt est déposé contre al-Béchir. 486 000 morts, 2,7 millions de Darfouris déplacés. 4,7 millions de personnes dépendent d'une aide humanitaire. La guerre est officiellement terminée depuis 2020, mais la région reste sous tension. C'est pas impossible que la situation dégénère à nouveau. Si vous en avez pas trop entendu parler, c'est normal, le Soudan a passé nombre de ses actes sous silence. Ça fait partie de ces conflits qui ont été très peu médiatisés. Un peu comme ceux qui ont eu lieu dans le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. En 2004, un groupe de rebelles prend les armes et sème le chaos, mené par un certain Laurent Nkunda. C'est pas n'importe qui. Déjà, c'est un officier de l'armée congolaise et aussi un héros de la libération du pays. Pour comprendre, il faut savoir que la RDC, qu'on appelait le Zaïre, a été ravagée par 2 guerres meurtrières entre 1996 et 2003, les pires que le continent ait jamais connues, avec plus de 6 millions de morts. Quand la guerre se termine en 2003, un gouvernement de transition est mis en place et on compte sur Nkunda pour devenir général. Une offre qui ne va pas du tout l'intéresser. Lui veut se battre à l'est pour la défense des Rwandais Tutsis. Les Tutsis, c'est l'ethnie qui a fait l'objet d'un génocide au Rwanda dans les années 90. Beaucoup ont dû fuir et se sont réfugiés en RDC. Nkunda est un Tutsi qui souhaite continuer la lutte dans la région de Kivu. Ça, contre le peuple Hutu, ceux à l'origine du génocide en protégeant les immigrés Tutsis. Donc oui, c'est une guerre ethnique. Le gouvernement désapprouve son initiative et qualifie Nkunda de va-t-en-guerre compulsif et obsédé par le pouvoir. Le général rebelle, lui, accuse le gouvernement d'être corrompu. Ce qu'il faut retenir, si la rébellion finit en 2009 avec son arrestation, ça n'a pas arrêté la violence. Le groupe qu'il avait fondé, le CNDP, est devenu le M23 qui continue de semer la terreur. Depuis, les choses se sont encore compliquées. Avec l'exploitation du coltan, un matériau clé pour nos téléphones et ordinateurs, la ruée vers ce minéral attire les multinationales, les mafias et même les dirigeants des pays voisins. Pendant ce temps, les agriculteurs de Kivu se font persécuter, chassés de leurs terres. La violence est un business. Des milices se louent pour terroriser, torturer et pire encore, sous prétexte de défendre des causes ethniques. Mais la réalité, c'est que tout ça sert avant tout à faire de l'argent. Contrairement au Darfour, personne ne cache vraiment ce qui se passe au Kivu. Mais si on n'en parle pas, c'est parce que c'est un sacré bordel. Entre le passé colonial, le génocide rwandais, la faiblesse de l'État congolais, la montée en puissance militaire du Rwanda, la pauvreté, les ressources naturelles convoitées, la militarisation de l'économie informelle et l'impuissance des Nations Unies, tout est lié et tout alimente le chaos. Son prix, 49 000 âmes supplémentaires. La décennie des guerres civiles.
La deuxième décennie des années 2000 est marquée par les printemps arabes, des mouvements révolutionnaires pour renverser les régimes autoritaires en place. Si le mouvement démarre en Tunisie, il va se répandre dans tout le monde arabe et même au-delà, avec des répercussions sur pas moins de 19 pays. Alors, parfois ça se passe bien, comme au Maroc, où la constitution a été changée de sorte à rendre les élections plus démocratiques, ou encore en Tunisie, en Égypte et en Libye, où c'est carrément le régime qui est remplacé par une démocratie. Mais il y a des endroits où ça se passe mal. Le parfait exemple de ça, c'est la Syrie. Aujourd'hui, on peut sans exagérer dire qu'il s'agit d'un des conflits les plus complexes et violents de ce siècle. Tout démarre en 2011 avec des manifestations pacifiques demandant la démission de Bachar el-Assad, l'actuel président. Et pour cause, l'état d'urgence est déclaré depuis 48 ans, autorisant le gouvernement à négliger sans peine toutes les libertés du peuple. La crise économique ne cesse de croître, le chômage touche 1 habitant sur 4, puis la sécheresse qui frappe le pays promet une crise alimentaire massive. Le gouvernement répond par la violence, ouvrant le feu sur les manifestants. Face à ça, des militaires et policiers désertent pour former le Conseil national syrien, une armée de libération visant à renverser Al-Assad. C'est le début de la guerre civile. Mais c'est pas tout. Profitant du chaos, les populations kurdes du nord du pays réclament leur indépendance et la reconnaissance d'un Kurdistan syrien. Le pays est fracturé et c'est que le début. Parce que maintenant, il faut rajouter à tout ça l'ingérence internationale ou la guerre par procuration. Pour le coup, la Syrie est servie, puisque en plus de la guerre civile, c'est pas moins de 4 autres conflits qui vont se dérouler en simultané sur son territoire. D'abord, la rivalité entre chiites et sunnites, avec l'Iran côté El-Assad et l'Arabie Saoudite pour les rebelles. La guerre d'influence entre la Russie qui soutient Assad et les forces occidentales menées par les États-Unis soutenant les révolutionnaires avec des alliés comme la Grande-Bretagne, la France, la Turquie et d'autres. Le chaos permet à l'État islamique de s'installer et de prendre le contrôle de l'est du pays, transformant le conflit en guerre contre le terrorisme. Enfin, le conflit avec la Turquie qui refuse l'indépendance kurde car cela menacerait aussi ses frontières. Le bilan humain est catastrophique. 13 millions de déplacés, dont la moitié ont fui à l'étranger. Près des grandes villes, les gens survivent dans des camps espérant un jour pouvoir rentrer chez eux. Les conditions humanitaires sont désastreuses et le conflit toujours en cours a causé plus de 613 000 morts. D'autres États, comme la Libye ou le Yémen, ont réussi leur transition politique, mais non sans un certain coût humain. Les révolutions yéménites ont pris la vie de 2000 personnes, et en Libye, les manifestations contre le régime du dictateur Mouammar Kadhafi ont viré à la guerre civile. On parle de 21 000 victimes, mais ça aurait pu être bien plus sans une intervention de la coalition internationale pour appuyer les révolutionnaires. Mais problème, la paix n'a pas duré. 2014 sonne le retour de la guerre civile pour ces deux pays. En Libye, le conflit éclate quand des factions du pouvoir se disputent pour gouverner. Le pays finit séparé en deux. Résultat, 14 000 victimes supplémentaires. Au Yémen, la situation dégénère en quelque chose de plus complexe. La guerre commence entre le gouvernement sunnite et les rebelles houthis chiites. Mais comme en Syrie, l'ingérence internationale va compliquer les choses. Les pays du Golfe prennent chacun parti et alimentent le conflit pour aider leur camp préféré à gagner. Tout ça au détriment de la population. Le nombre de morts s'élève à 151 000, sans compter la crise humanitaire. 2014, c'est aussi l'année où le Soudan est de retour sur le devant de la scène. Enfin, je dis Soudan, mais c'est plutôt son petit frère, le Soudan du Sud, un pays très jeune puisqu'il n'existe officiellement que depuis juillet 2011. Il a fallu une guerre civile et un référendum pour les séparer, en sachant qu'au Sud, 98% des habitants ont voté pour l'indépendance. Ça a donné un pays très communautaire qui rassemble plus de 60 groupes ethniques, mais aussi unis, car pendant la guerre, tous avaient pour point commun la haine du Soudan. En plus, le pays dispose de nombreuses ressources, dont du pétrole. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En juillet 2013, le président Salva Kiir Mayardi accuse son vice-président Riek Machar de tentative de coup d'État et renvoie tout le gouvernement. La situation est calme pendant quelques mois, mais au mois de décembre, les combats éclatent. Le pays plonge dans une guerre ethnique. Et oui, Salva Kiir représente les Dinka, tandis que les Nuer se rassemblent sous Riek Machar. Les tensions politiques se transforment en rivalité culturelle. Les discours haineux enveniment la situation et très vite, les civils s'entretuent. Les richesses du pays deviennent un sujet de discorde de plus dans cette guerre sanglante. Un rapport de l'ONU en 2016 dénonce des atrocités inimaginables qu'on ne va pas pouvoir vous décrire ici. Certaines opérations ressemblent à du nettoyage ethnique, rappelant les pires moments du Rwanda. La guerre pour le contrôle des ressources a déclenché une crise humanitaire touchant 6 millions de personnes, forçant les habitants à se nourrir de graines et
d'herbe. Les violences ont tué pas moins de 218 900 habitants, dont en grande partie des enfants. La situation n'est pas mieux dans les pays voisins, notamment en Éthiopie qui en 2020 se retrouve au cœur d'un conflit majeur, avec la pandémie du Covid-19 comme déclencheur. L'Éthiopie est une république fédérale avec 12 États autonomes, un peu comme les États-Unis. Depuis 1988, elle est gouvernée par une coalition de partis issus des 4 régions principales. Amhara, Oromia, la région sud et le Tigré. Ce dernier, bien que représentant seulement 7% de la population, a dominé la scène politique pendant 30 ans avec le FLPT en tête. Mais en 2018, l'Oromia, la région la plus peuplée, veut que le poste de Premier ministre revienne à l'un des siens. Abiy Ahmed, apprécié internationalement et vu comme prometteur, prend donc la tête de la coalition. En 2019, il reçoit même le prix Nobel de la paix pour avoir négocié la fin du conflit avec l'Érythrée. Soutenu par les autres partis, Abiy dissout l'ancienne coalition et en forme une nouvelle, sans le FLPT. Le FLPT, mécontent, espère faire un retour aux élections prévues en 2020. Mais avec la Covid-19, Abiy décide de les repousser, ce que le FLPT voit comme une tentative de prolonger son mandat. Le Tigré décide alors de tenir ses propres élections en défi des directives fédérales. Peu après, le conflit éclate, avec le FLTP lançant une attaque sur des bases militaires du gouvernement, marquant le début de la guerre. Elle durera 2 ans, au cours desquels les rapports de force vont constamment varier et finir sur un cessez-le-feu en novembre 2022. Sur le principe, la révolte est maîtrisée, mais la région de Tigré est de loin celle qui a le plus souffert. Vu que c'est très récent, difficile d'estimer exactement le nombre de victimes de la guerre. Selon une université suédoise spécialisée dans la collecte de ce type d'informations, il se pourrait qu'au moins 321 000 personnes aient perdu la vie. Après, je préfère vous le dire, ce nombre, comme tous les autres, est terriblement incomplet. Le vrai bilan. Dans l'exercice de pensée d'aujourd'hui, on a surtout parlé des victimes directes de ces guerres, parce que c'est ce qu'on peut mesurer avec un minimum de certitude. Compter les morts sur un champ de bataille, c'est brutal, mais précis. Par contre, la réalité est bien plus cruelle, et on s'en est rendu compte dans les recherches. Ça peut paraître bête, mais les guerres, ça tue bien plus qu'on le pense. Prenons l'exemple de l'Éthiopie. Là-bas, la famine a été utilisée comme une véritable arme. Les deux camps ont coupé l'accès à la nourriture et aux aides humanitaires pour affaiblir leurs adversaires, laissant des millions de civils sans ressources, exposés aux maladies. Résultat, aujourd'hui, plus de 28 millions de personnes dépendent d'une aide pour survivre, selon Action contre la faim. En réalité, certaines sources estiment que la guerre du Tigré a fait entre 600 000 et 800 000 victimes au total. On a tendance à oublier ces morts indirectes, moins visibles, plus difficiles à estimer. Pourtant, une étude de l'Institut Watson montre que dans certains conflits majeurs, les décès indirects dépassent largement les pertes au combat, parfois multipliées par 4. C'est énorme et ça révèle un autre visage des guerres. Ce ne sont pas seulement les soldats qui tombent, mais des familles entières qui subissent des souffrances invisibles. Cette réalité contraste avec l'inégalité de la couverture médiatique. La crise en Éthiopie passe largement inaperçue, tandis que la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien dominent l'actualité. Certes, ces conflits touchent plus directement l'Europe, mais est-ce que cela justifie une telle différence d'attention ? En bref, les guerres ravagent tout, et ce sont ceux qui n'ont rien demandé qui payent le prix le plus fort. Des civils dont la vie bascule, des vies réduites à de simples statistiques, des chiffres qui tomberont dans l'oubli.